Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le président béninois Patrice Talon était hier en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La rencontre s'est déroulée à la résidence du chef de l'État autour des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Emploi des jeunes est le point fort du programme social du gouvernement. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'opération Agir pour les jeunes, initiative de financement des activités génératrices de revenus des jeunes pour la deuxième phase. Ce programme prévoit le financement de 19 000 porteurs de projets à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Et puis en Afrique du Sud, ces dernières heures ont été marquées par des violences contre les ressortissants étrangers. On dénombre 3 morts et de nombreux dégâts matériels à l'origine de ces violences. Un mouvement de contestation lancé par des transporteurs. Ils en ont après les conducteurs étrangers. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite en image avec le président béninois qui était en Côte d'Ivoire hier pour une visite de 24 heures. Patrice Talon a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La rencontre s'est déroulée à la résidence du président de la République. Au cœur de l'entretien, des relations toujours étroites et exemplaires entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et on poursuit en image, le chef du gouvernement est lui rentré hier en début de soirée de Yokohama au Japon où il prenait part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'événement se tenait du 28 au 30 août dernier. Notez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y conduisait une forte délégation. Il représentait à la TICAD 7 le président de la République Alassane Ouattara. Réforme de la CEI, commission électorale indépendante. Le gouvernement ivoirien ouvre le dialogue avec l'opposition. Une rencontre a eu lieu hier. L'opposition y était représentée par le Front populaire ivoirien, FPI, et la Ligue des mouvements pour le progrès. La partie gouvernementale était représentée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assure l'intérim du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères. Le point avec Éric Goury. Le Front populaire ivoirien, l'Alliance des forces démocratiques et la Ligue des mouvements pour le progrès sur la table de négociation avec le gouvernement. Cette rencontre se tient au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En l'absence du premier responsable, l'intérim est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, accompagné de ses collaborateurs. Ils échangent avec leurs hôtes sur la composition de l'organe chargé des élections, la commission électorale indépendante CEI. Cette initiative du gouvernement ivoirien d'ouvrir le dialogue avec l'opposition vise à planir les divergences. Nous sommes donc à la deuxième phase de ces négociations en vue de trouver une solution qui puisse permettre aux négociations de se poursuivre puisque la question de la réforme du cadre juridique institutionnel des élections ne se limite pas à la question de la CEI. Nous avions souhaité qu'une ordonnance soit prise de manière à ce que la loi soit modifiée. Le gouvernement nous a indiqué que cette loi venant de faire l'objet d'un vote par les deux chambres du Parlement il n'y a pas longtemps, Parlement qui est la seule autorité à voter les lois, le président de la République serait mal fondé de prendre par ordonnance une mesure qui viendrait en contradiction du vote de l'Assemblée. Ce qui peut être fait pour améliorer la présence de l'opposition devrait être examiné dans le sens du choix du président de la CEI et de la présence de l'opposition dans le bureau de la CEI. Cette tribune est offerte par le gouvernement. Elle donne la possibilité à ces partis politiques de faire des propositions et d'exprimer leurs différentes opinions. Les populations du sud de Komoué, en particulier celles des sous-préfectures de Maféré, Kouakoukro et Adjouan, adhèrent aux idéaux du RHDP. Elles l'ont exprimé lors d'une cérémonie au cours de laquelle le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP et représentant le Premier ministre à cette rencontre, s'est exprimé sur la question justement de la recomposition de la CEI. On en parle avec Mamadou Kwasi. La journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara
organisé par les populations des sous-préfectures de Maféré, de Kouaoukro et d'Adjouan, a été l'occasion pour ces populations d'exprimer leur attachement et leur adhésion au RHDP. Pour la circonstance, ces militants et sympathisants sont venus de tous les villages et hameaux. Avec eux, 4 membres du gouvernement et le directeur exécutif du RHDP. Le délégué régional du Sud Komoué, Eugène Aka Aoulé, a saisi la tribune de cette rencontre pour inviter ses parents dans sa démarche de faire du Sud Komoué le bastion du RHDP, au vu des nombreuses réalisations effectuées par le président de la République, Alassane Ouattara. Je vous invite à soutenir au grand jour son Excellence le président Alassane Ouattara. Et au regard de la transformation en profondeur de notre région engagée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, le moins que nous lui devons, c'est de lui dire franchement, c'est de lui dire sincèrement, oui, président Alassane Ouattara, nous sommes avec vous, c'est-à-dire nous sommes au RHDP. Patron de l'événement, Adama Bictogo, il a rassuré l'ensemble des populations des projets de développement en faveur de cette région du Sud Komoué. Il a également exhorté la population au rassemblement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Mais ce que nous recherchons, au-delà des routes, des hôpitaux, des écoles, ce que nous voulons, c'est cette Côte d'Ivoire rassemblée malgré ses différences. C'est cette Côte d'Ivoire forte de sa diversité. Cette Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du Sud, du Nord, une seule et une Côte d'Ivoire indivisible. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a félicité la population pour leur mobilisation autour des idéaux du RHDP. Il a également saisi l'opportunité pour revenir sur la question, la mise en place de la CEI. Une ONG, l'APDH, a écrit à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander que la composition de la CEI soit rééquilibrée. Bien qu'on n'était pas obligé de différer cette exigence, le président Alassane Ouattara, dans un souci de paix, a accepté d'appliquer les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. Et au terme de ce dialogue inclusif et démocratique, des recommandations ont été faites où la société civile se taille la part du lion dans la recomposition de la CEI. Cette opposition refuse de nommer ces représentants qui siégeront à la CEI, alors que l'APDH, qui a introduit la plainte en 2016, a non seulement siégé jusqu'au bout, mais aussi elle a désigné son représentant. C'est donc un nouveau pacte d'amour qui a été signé entre le RHDP et les sous-préfectures de Maféré, d'Adjouan et de Kouaoukro. Ces populations se disent déterminées pour mener le combat du RHDP lors des prochains défis électoraux. L'emploi des jeunes, un des points majeurs du programme social du gouvernement. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'opération Agir pour les jeunes, initiative de financement des activités génératrices de revenus des jeunes. Et bien pour la deuxième phase lancée hier, ce sont plus de 19 000 porteurs de projets qui seront financés à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Patricia Omouetia. Opération Agir pour les jeunes. Le lancement de cette deuxième phase vise à favoriser l'insertion des jeunes par l'entrepreneuriat. 19 500 jeunes ciblés. Cette deuxième phase fait suite à la première qui a permis d'installer 12 337 jeunes. Nous avons entendu parler du projet Agir pour les jeunes. Nous avons suivi la formation. Et nous avons profité d'un financement de la hauteur de 1 800 000 pour booster nos activités. Le mode opératoire de cette deuxième phase se décline en 8 étapes majeures, dont l'information, l'enrôlement, la constitution des dossiers. Les guichets emploi, c'est un guichet, un minimum de services, des conseillers juniors, des assistants conseillers qui aident les jeunes à avoir l'information et qui recensent les jeunes pour que ces jeunes s'inscrivent sur notre plateforme technologique. L'opération Agir pour les jeunes va participer à l'amélioration de la bancarisation des jeunes. Le financement passe de 3,6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Le taux de remboursement est un succès parce que vous avez 84% des jeunes qui ont remboursé pour Agir 1. Et pour Agir 2, nous visons au minimum 90% de taux de remboursement. Parce qu'il faut que ces jeunes qui vont accéder donc, à ces différents prêts
puisse rembourser pour que le maximum de jeunes, cet argent soit réinvesti sur d'autres jeunes et que le maximum de jeunes puissent bénéficier donc de ce programme. Cette opération devra permettre à terme d'insérer 131 000 jeunes dans les micro et petites entreprises ainsi que dans les projets structurants. Et justement, au Niger, ils sont nombreux, les Ivoiriens qui sont engagés dans l'entrepreneuriat. Ils s'imposent dans plusieurs domaines d'activité. On en parle avec Éric Goré, envoyé spécial au Niger. Niamey, capitale du Niger, température 40 degrés. Ici vit une forte communauté ivoirienne. Partis pour la plupart dans ce pays pour des raisons diverses, ces Ivoiriens ont fini par se faire une place au soleil. Commençons par lui, Akessé Victor, fondateur d'un établissement d'excellence. Et aujourd'hui, consul honoraire dans ce pays. À son actif, une université privée qui forme tous les jeunes africains de différentes nationalités. J'ai demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable et d'audit que j'ai obtenu. Donc, à partir de 1994, j'ai donc ouvert ce cabinet qui s'appelait Fiduciaire du Sahel. Et donc, je faisais des missions de surveillance comptable, des missions d'audit, et ça continuait jusqu'en 2001. C'est en ce moment-là que m'est venue l'idée de créer une école supérieure de gestion. Pour l'aider dans sa tâche, il recrute des jeunes Ivoiriens diplômés. Les étudiants de cet établissement sont fiers de l'encadrement. J'ai fait un master en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans mon domaine, j'ai eu à rencontrer des cadres compétents du pays. L'école sollicite beaucoup plus les gens qui sont expérimentés dans le domaine pour nous former. Outre l'éducation, certains Ivoiriens sont dans la communication. Les plus grands contrats dans ce domaine sont exécutés par eux. Après avoir travaillé pour mon employeur, j'ai constaté qu'il y avait ici un potentiel à exploiter. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas se focaliser sur le Niger et mettre ma compétence à profit. Dans l'esthétique, les Ivoiriens se sont aussi imposés. Voici la coiffeuse de la première dame du pays. En tout cas, ça marche bien. Et je suis très fière de mon travail parce que ici, je suis beaucoup appréciée par mon travail. J'arrive à coiffer les personnalités de ce pays. Au Niger, la restauration occupe une place de choix. La nourriture ivoirienne est bien consommée ici. Si les Ivoiriens ont fini par s'imposer dans ce pays, c'est grâce à l'amitié historique entre la Côte d'Ivoire et le Niger. J'ai découvert la Côte d'Ivoire en 1988 à l'occasion des grandes vacances. À l'époque, j'étais au collège. Donc j'ai un grand frère qui vit jusqu'à aujourd'hui. Il a une trentaine d'années en Côte d'Ivoire. Il a toute sa famille là-bas. Tous ses enfants y sont nés. À Abidjan, il tenait un commerce au moment où j'étais à Djamé, au grand marché de Djamé. Mais aujourd'hui, il est dans le transport. Être de la diaspora ivoirienne au Niger, c'est faire partie d'une association de cette communauté. C'est lui le président de la communauté ivoirienne vivant au Niger, entouré des membres de son bureau. Dans un premier temps, c'est renforcer la cohésion, renforcer l'image de notre association au Niger vis-à-vis des autorités nigériennes que des autorités ivoiriennes. Comme pour dire que les 4000 Ivoiriens qui vivent au Niger ont pu s'intégrer dans ce pays. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur, un adage qui, lui, se concrétise dans le département d'Abangourou, où des diplômés d'universités et de grandes écoles ou encore des ex-fonctionnaires connaissent de beaux jours. Retournés à la terre, ils sont aujourd'hui producteurs d'EVA ou de café cacao ou encore éleveurs de bovins. Insertion réussie dans le tissu socio-économique, vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Grâce à cette reconversion, eh bien, ces producteurs ont à leur actif plusieurs réalisations dans la région de Lindenier et du Hablé. On y va tout de suite avec Soro Corona. Richard Kablan est producteur d'EVA, du binôme café cacao et de bovins à Zinzénou, village du département d'Abangourou. Richard était fonctionnaire. Il a choisi le retour volontaire à la terre. J'ai pris ma décision. Et la sœur m'a dit, bon, comme tu tiens tellement, il faut partir. Dans la région de l'Indéné-Guablé, ils sont nombreux. Les diplômés des universités et des grandes écoles, des fonctionnaires retournés à la terre. Aujourd'hui, je me retrouve avec un niveau de BTS en électronique et informatique. Et j'ai fait 4 ans en pâtisserie où j'ai exercé normalement, où j'étais bien payé. Je reviens voir la vieille
Et je trouve la vieille meurtrie, fatiguée. Et c'est difficile. Et j'ai coulé les larmes. Elle a applaudi parce qu'elle était étonnée de voir que je lui ai dit que j'abandonnais tout. Et je revenais à la terre. Ce retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. Le début, c'était vraiment très difficile. J'avais engagé un manœuvre. À l'époque, on les payait 80 000 francs par an. Le mois arrivé, je ne pouvais pas trouver un parent. Mais je suis parti à Abidjan, j'ai fait près de 2 mois là-bas pour 60 000. Aujourd'hui, ces retournés volontaires à la terre ne regrettent pas leur choix. J'ai fait combien d'années de service? Je n'ai même pas pu couper briques. Bon, aujourd'hui, j'ai ma maison à Bengourou, j'ai une menuiserie. Bon, j'ai d'autres projets, même à Abidjan, aller m'acheter un appartement. La réussite de ces diplômés et ex-fonctionnaires dans les activités agricoles constitue des modèles de réussite dans la région. Avec le courage, je n'ai pas regardé peut-être la souffrance, mais je me suis battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'en sors très bien. Le retour à la terre n'a pas étouffé les projets de ces producteurs modernes. Le village n'a pas étouffé mes projets. Et je rêve un jour d'avoir ma propre pâtisserie et être un chocolatier. Transformer mon cacao en chocolat de Côte d'Ivoire. Leur réussite dans le monde de l'agriculture, il veut partager cette expérience à la jeunesse. Pour ceux qui sont à Abidjan, ça ne va pas chez eux. Retourner à la terre. Parce que la terre, ça nourrit son homme et ça paye. Pour accompagner les jeunes à retourner volontairement à la terre, le gouvernement met en place des projets, plantation clé à main et entrepreneuriat jeune. Avec l'exemple de ces jeunes, le retour à la terre reste un moyen d'insertion réussi. Kong sur la voie du développement. Nous sommes dans le nord de la Côte d'Ivoire et les cadres et autres autorités locales créent les conditions pour permettre donc à la localité de retrouver son lustre d'antan. L'accent à Kong est mis sur les constructions d'habitations modernes, des infrastructures, mais également sur la salubrité. Notez que plusieurs opérateurs économiques et autres fonctionnaires de l'État s'inscrivent dans la dynamique. C'est ce que nous rapporte Charles Tatou. Ville historique. Kong a connu aussi une prospérité. Ici, dans le temps passé, le commerce était florissant. Aujourd'hui, chef-lieu de département et commune de plein exercice, la localité va donc retrouver son lustre d'antan. En effet, des constructions d'habitats modernes permettent l'agrandissement de la ville avec le déploiement de plusieurs services administratifs et l'arrivée de beaucoup d'opérateurs économiques et de fonctionnaires de l'État. Ces travaux d'extension de la ville s'opèrent également dans un environnement sain, au point de voir Kong remporter le prix d'excellence de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019. C'est un prix qui nous honore, mais en même temps qui nous exhorte à plus d'efforts. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait. Il y a aujourd'hui un changement de mentalité, de comportement à Kong, pour l'éclosion des citoyens congolais nouveaux. Et vous venez à Kong ici tous les premiers samedis du mois, vous verrez toute une équipe en train de faire des opérations coup de balai. Et ce n'est pas tout. Très bientôt, la commune va abriter un centre artisanal. Les études techniques vont bon train. La question de ce projet a marqué les travaux de la dernière session ordinaire du conseil municipal. Experts, promoteurs et autorités locales situent les enjeux. C'est un complexe qui va permettre à nos jeunes d'apprendre le métier d'artisanat, de valoriser leur art, de le conserver et de permettre une transmission à des générations futures de cet art-là. Dans ce projet-là, nous sommes accompagnés par un consortium ivoiro-chinois et français surtout, pour le développement de ce type de projet dans 13 chefs-lieux de régions et de districts dont Kong fait partie. Ce projet peut permettre de lui redonner en fait sa valeur de carrefour de commerce, mais dans le sens cette fois-ci un peu plus innovant, le commerce on va dire en ligne de tous les produits et services de qualité de la région du Tchologo. Les produits qu'on trouve qui sont spécifiques à Kong sont dans les corps de métiers du textile, de la poterie, de la forge et également de la mécanique. La population de la commune de Kong est estimée à plus de 30 000 habitants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On l'a souvent entendu et l'adage prend son sens ici, dans cette anarque
commandités par 2 individus à San Pedro. Vous les entendrez, ils auront réussi par leur malice à soutirer des dizaines de millions de francs CFA à leurs victimes. Fort heureusement, fin de course pour ces arnaqueurs qui viennent d'être interpellés par la police. Sam Kona. Un réseau d'arnaqueurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouébamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Leur principale activité, arnaquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or, or en réalité c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Bon, étant sur place, je fais croire aux clients que je viens d'un voyage, soit je suis de Korogo, ou bien je suis quitté à Zonwin, et je dis aux clients que je suis en route. Or, je suis toujours sur place. Et là, quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou bien 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire au client de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice se faisant passer pour un expert venu de la Sodemi, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de l'assaut de mine. Juste lui faire croire que c'est un contrôle venant de l'assaut de mine en mettant juste les ferragants dans l'eau, en mélangeant le bronze dedans. Et puis je confirme que non, c'est de la bonne qualité. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Arrêtés par la police, ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Nous invitons la population à la vigilance. À ce jour, une dizaine de personnes ont été arnaquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. On met de l'ordre également dans les gares routières. Fermeture des gares anarchiques dans la capitale économique ivoirienne. Le préfet d'Abidjan a échangé avec les collectivités locales, également les acteurs du transport routier. Des propositions ont été faites en vue d'assainir le secteur. On en parle avec Grace Kando. Quelle solution pour fermer définitivement les gares anarchiques et comment mettre fin à la violence dans le secteur du transport routier? Des questions abordées au cours d'une rencontre qui a réuni préfets, forces de défense et de sécurité, acteurs du transport et collectivités locales. Nous avons fait un plan de circulation en limitant les gares, en refusant que les gens s'installent et qu'ils stationnent n'importe comment. Vous êtes dans un véhicule, le véhicule est bloqué par un individu parce que le chauffeur n'a pas payé des taxes. Seul l'État doit prélever les impôts. Le phénomène dont on parle, prélèvement illicite d'argent, désordre dans la rotation des véhicules, insécurité des acteurs, tout cela résulte du fait que les parties prenantes ne se parlent pas. Mais à partir du moment où les collectivités territoriales, les organisations professionnelles des transporteurs, à travers le Haut Conseil, des conducteurs légalement constitués, des autorités telles que le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et les autres ministères techniques se retrouvent, les solutions qui vont y découler vont être des solutions applicables et acceptables à tous. Plus d'une semaine après l'assassinat d'un gendarme suite à une dispute avec des membres d'un syndicat à Yopougon, des propositions sont faites pour éviter de tels drames. Les populations en ont assez de voir des voyous faire régner la terreur dans des espaces qui appartiennent à l'État. Et donc nous sommes venus visiter l'ensemble des actions, les mesures législatives, les mesures réglementaires et d'autres situations sociales permettant d'avoir une action plus forte sur le terrain.
Ces échanges se poursuivront à l'effet de trouver des solutions durables, l'objectif étant d'assainir le milieu du transport routier. Un nouveau chef central pour les Agnis du Sud Comoé vivant à Port-Bouët. Il a été investi récemment. Cérémonie suivie pour vous par Théodore Zouzou. Tam-tam parleur, l'abodin, une danse traditionnelle du peuple Agnis Sanwi, symbole annonciateur de l'installation du nouveau chef central des communautés Agnis du Sud Comoé, résidant dans la commune de Port-Bouët. 16 localités Agnis du Sud Comoé mettent ainsi fin à 2 ans de vacances du pouvoir laissés par Nana Nyamke Assi, décédé. 2 années de concertation qui ont permis de désigner Eloigné Point comme le nouveau garant de la tradition de cette communauté dans la commune de Port-Bouët. Aujourd'hui, il faut un rassemblement, une union forte. Quand il y a une difficulté, c'est la chefferie qui doit régler avant que ça n'aille loin. Donc il faille qu'il y ait un chef des notables. Jean Eloigné Point a été installé dans la pure tradition Agnis Sanwi en présence des chefs des autres communautés de la commune venus lui traduire leur solidarité. Nous sommes venus ce matin pour soutenir un de nôtres. Nous sommes là en tant que témoins aussi de cette situation. Aussitôt investi, le nouveau chef central a reçu son arrêté municipal de nomination du premier magistrat de la commune de Port-Bouët, parrain de cette rencontre. Je voudrais à l'occasion de cette cérémonie lancer un appel solennel à l'union des populations de Port-Bouët. Nous devons œuvrer, disais-je, ensemble et main dans la main pour le bonheur de nos populations dont les attentes sont si grandes. Nana et Point Eloin Jean s'engage à être à la hauteur des attentes de sa communauté. Et je vais appeler tous les Agnis du Sud Comoé à la cohésion surtout, parce que c'est très important. Il faut que tous viennent et qu'ensemble nous échangions pour aller de l'avant. L'installation d'un chef central révèle la volonté de fédérer les différentes associations des communautés et d'unir toutes les populations, gage d'un climat social apaisé. Et le reportage de Théodore Zouzou est dit par Godefroy Okambawa. Les ressortissants de Tengrela vivant dans la commune de Koumassi étaient également en fête dimanche 1er septembre dernier. Les fils et les filles de Tengrela, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, célébraient donc l'intronisation de leur chef, cérémonie placée sous le sceau de la cohésion sociale, également de la fraternité. Salima Toudia. Vamara Kone, 77 ans, est à présent le chef des ressortissants de Tengrela à Koumassi. Sa sagesse, son altruisme auront joué en sa faveur pour assurer la mission de faire régner la cohésion et l'esprit de fraternité au sein de la communauté Tengrelaka de Koumassi. Il mesure la grande responsabilité qui est la sienne à partir de ce jour. Il prend l'engagement solennel de se mettre à la disposition de toute la communauté de Koumassi et particulièrement celle de Tengrela. En retour, il sollicite le soutien et la bonne compréhension de tout un chacun. Les élus de la région de la Bagoué, présents à cette cérémonie d'intronisation d'un des leurs, ont apporté leur soutien pour le bien vivre ensemble au profit de leur localité. Nos parents à Koumassi, nos parents ressortissants de Tengrela sont dans de très bonnes mains. Monsieur le ministre, vous êtes au travail, nous devons vous soutenir. Ce que je demande à mon papa, c'est de rassembler les cadres de Tengrela. C'est dans ces cadres de concertation que nous allons réussir la mission que le pays nous a confiée. S'adressant aux populations en les exhortant à conférer au chef toute l'autorité qui lui est sienne, le maire de Koumassi, Cissé Bakongo, a souligné l'importance de la cohésion sociale. Il y a des choses que nous aurons dû faire, que nous n'avons pas encore faites, qu'il faut qu'on fasse immédiatement, sans attendre. À commencer par la cohésion. À commencer par la cohésion et la solidarité entre nous. Vous avez une portion de Koumassi en main, la portion des populations de Tengrela, vous avez ça en main. Il faut que vous en preniez soin. Vous avez le soutien du président Alassane Ouattara que je représente ici. Plusieurs dons au nouveau chef d'environ 300 ressortissants de Tengrela à Koumassi. Et on poursuit en images hors de chez nous, d'abord en Algérie, processus électoral
lancé. L'armée veut aller vite, alors que le mouvement de contestation populaire demande donc la mise en place d'institutions de transition avant le scrutin. Le général Ahmed Gaïd Salah demande, lui, que le processus soit lancé. Le chef d'état-major s'est prononcé hier sur la question. En Afrique du Sud, ces dernières heures ont été marquées par des violences contre les ressortissants étrangers. On dénombre 3 morts et de nombreux dégâts matériels selon les autorités de Johannesburg. À l'origine de ces violences, un mouvement de contestation lancé par les transporteurs, chauffeurs de poids lourds et autres taxis qui en ont après les conducteurs étrangers. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.